Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville du Missouri, nichée entre les collines boisées et oubliée par l'agitation du monde, les saisons passaient lentement, comme si le temps lui-même s'y était assoupi. Les rues, bordées d'arbres centenaires aux branches noueuses, murmuraient des histoires anciennes à qui savait écouter. Il y avait là une lourdeur dans l'air, un silence chargé de souvenirs, de départs, de choses non dites. C'est dans cette ville tranquille Hollow Creek que vivait Marcus Bennett, un homme que la vie avait trop tôt contraint au silence du deuil. Ancien professeur d'histoire afro-américain dans un lycée local, respecté pour sa rigueur et sa voix posée, Marcus n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. 3 ans plus tôt, il avait perdu Olivia, sa femme, son amour, son ancre, emportée par un cancer foudroyant. Depuis, la maison qu'ils avaient bâtie ensemble n'était plus qu'un tombeau habité. Le salon, aux murs couverts de livres, sentait le bois ancien, la cire d'abeille et une peine muette. Chaque objet avait sa place, figé dans le temps, la tasse préférée d'Olivia restait sur l'étagère, ses foulards soigneusement rangés dans une boîte en cèdre, une photo d'eux, jeune couple amoureux, trônant sur la cheminée. Mais aucun rire ne résonnait plus entre ces murs. Marcus ne recevait plus personne. Il parlait peu. Son seul lien avec le monde étaient les lettres qu'il écrivait à des anciens élèves qui lui écrivaient parfois pour lui donner des nouvelles. Il n'avait pas eu d'enfant. Par choix au départ, puis par abandon, ensuite. Car après la mort d'Olivia, tout désir de construire ou transmettre s'était éteint en lui. Il ne voulait plus rien. Il n'attendait plus rien. Il n'espérait plus rien. Jusqu'au jour où l'inattendu frappa, littéralement, à sa porte. Ce matin-là, le vent soufflait avec une violence étrange, soulevant les feuilles mortes dans un balai chaotique. Un orage s'annonçait, et le ciel d'encre semblait prêt à crever. Marcus, installé dans son vieux fauteuil à bascule, lisait un recueil de lettres de soldats noirs de la guerre de sécession. Sa tasse de thé refroidissait doucement sur la table basse, et la cheminée crépitait faiblement. Rien ne laissait présager que sa vie allait changer à cet instant précis. Puis, un coup discret. Pas un coup franc. Plutôt une supplique. Marcus fronça les sourcils. Personne ne venait jamais chez lui sans prévenir. Il ouvrit la porte. Et là, il la vit. Une jeune femme noire, trempée jusqu'aux os, les cheveux collés à son front, les yeux battus mais dignes. Sa veste trop fine collait à sa peau. Elle tenait 2 petits garçons, des jumeaux identiques au regard grand ouvert, serrés contre elle. Et dans une écharpe de fortune, un 3e enfant, plus petit, dormait contre sa poitrine, le souffle court mais paisible. Ses lèvres tremblaient. Sa voix était rauque, presque brisée par le froid et la fatigue. « Je suis désolée de vous déranger. Je ne cherche pas d'argent. Juste un endroit sec pour la nuit. » Elle s'appelait Jasmine Carter. Elle avait 29 ans, et portait le poids de 1000 vies sur ses épaules frêles. Depuis 3 semaines, elle avait fui un appartement minuscule à Chicago, un homme violent et menaçant, un passé de peur et de cris. Elle avait pris ses enfants et quelques couches, du lait en poudre, 2 doudous usés et une brosse à dents cassée. Elle avait erré de refuge en refuge, dormi dans des halls d'immeubles, des voitures abandonnées, priant chaque jour pour que ses fils ne tombent pas malades. Ses enfants s'appelaient Noah, Isaiah et Elia. 4 ans. Des triplés, nés prématurés, chacun avec une personnalité déjà marquée malgré leur jeune âge. Noah, l'aîné de quelques minutes, toujours protecteur. Isaiah, rêveur et silencieux. Elia, le plus petit, espiègle mais fragile. Et voilà qu'elle se retrouvait là, devant un inconnu, à implorer l'hospitalité comme on implore le ciel. Marcus resta un instant figé. Le temps semblait suspendu. Les enfants grelottaient. Jasmine s'apprêtait à s'excuser, à reculer, à rebrousser chemin sous la pluie. Mais quelque chose dans son regard, dans la détresse noble qu'elle portait, dans la présence muette de ces 3 petits êtres accrochés à elle, éveilla en Marcus quelque chose qu'il croyait mort. Sans un mot, il s'effaça, ouvrit la porte plus largement. Et dit simplement. « Entrez ». Ce mot fut une clé. Une clé qui ouvrit une porte que Marcus lui-même n'avait plus franchie depuis des années.
Les premiers jours furent enveloppés d'un silence fragile, presque sacré, comme une trêve entre deux vies cabossées. Jasmine, discrète et respectueuse, parlait peu. Elle marchait sur la pointe des pieds, même quand personne ne dormait, comme si le moindre bruit risquait de briser la permission d'être là. Elle nettoyait après chaque repas, essuyait les traces des enfants sur le sol avant même qu'on les remarque, et rangeait leurs maigres affaires dans un coin du salon avec une rigueur presque militaire. Elle s'interdisait de prendre trop de place. Comme si elle n'avait jamais eu le droit d'exister pleinement. Marcus, quant à lui, errait dans sa propre maison comme un invité dans un musée, entre les fantômes du passé et la présence inédite de cette jeune femme et de ses 3 enfants. Il ne savait plus où poser les yeux. Les rires des enfants, les voix douces dans la cuisine, les chaussettes colorées traînant au sol, tout cela était à la fois troublant et réconfortant. Mais il restait en retrait. Il ne savait plus comment sourire. Mais les enfants, eux, ne connaissaient pas la peur. Ils n'avaient pas connu Olivia. Ils ne portaient pas le poids du passé. Ils entraient dans cette maison comme dans une forêt pleine de promesses. Elia, le plus petit, se prit de fascination pour les étagères remplies de livres. Chaque matin, il s'installait en tailleur sur le tapis, attrapant un ouvrage plus grand que lui, tournant les pages avec une lenteur presque religieuse. Parfois, il pointait un mot, le regard levé vers Marcus avec curiosité. « C'est quoi ça, monsieur ?» Et Marcus répondait, presque sans y penser. Les mots revenaient. Doucement. Comme un muscle oublié qui se remet à bouger. Noah, lui, courait partout, traçant des parcours imaginaires entre les fauteuils, les couloirs, les tapis. Il riait fort, criait de joie, tombait, se relevait, courait encore. Il remplissait les pièces de vie. Et parfois, Marcus, seul dans la cuisine, se surprenait à sourire en l'entendant. Isaiah était différent. Silencieux, toujours un pas derrière les autres. Il observait tout. Marcus surtout. Il le fixait longuement, sans un mot. Pas avec défiance. Plutôt avec la gravité de ceux qui sentent ce que les autres cachent. Il suivait Marcus du regard, comme s'il essayait de lire l'histoire invisible derrière ses yeux. Un soir de cette première semaine, alors que la pluie battait les vitres et que la maison semblait bercée dans un cocon de chaleur, Jasmine prépara un ragoût. Ce n'était rien d'extraordinaire, quelques pommes de terre, des carottes, un fond de sauce, un peu de thym trouvé au fond du placard. Mais elle avait cuisiné avec soin, lentement, en goûtant à chaque étape, comme pour remercier la maison d'avoir été là quand elle n'avait plus rien. Marcus entra dans la cuisine, attiré par l'odeur. Il s'arrêta net. L'arôme, cette combinaison subtile de légumes mijotés, d'épices et de souvenirs, c'était Olivia. Il resta un moment sans rien dire, le regard perdu dans la vapeur du plat. Puis, d'une voix presque rauque. Ma femme faisait ce plat, pareil. Même odeur. Jasmine se figea, la cuillère à la main. Elle se retourna, hésitante, ne sachant pas si elle devait s'excuser ou se taire. Mais Marcus leva les yeux vers elle. Et dans son regard, il n'y avait ni reproche, ni douleur. Seulement, surprise. Reconnaissance. Nostalgie. Jasmine lui sourit. Pas un sourire de façade, pas un sourire de convenance. Un sourire doux, vrai, sans attente, comme on en offre à quelqu'un qu'on ne veut pas blesser. Et à cet instant, Marcus ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Ce sourire n'essayait pas de combler le vide qu'il portait. Il le respectait. Ce n'était pas une intrusion. C'était une présence silencieuse, qui disait « Je vois ta douleur. Et je ne veux rien effacer. Juste être là, à côté. » Les jours s'étiraient lentement, mais le silence initial avait commencé à céder sa place à des échanges timides, des regards plus longs, des gestes de confiance. Un soir d'automne, après avoir couché les enfants, Jasmine et Marcus se retrouvèrent dans le salon. Le feu dans la cheminée crépitait doucement. La pluie tombait dehors comme une mélodie apaisante. Marcus lisait, mais son regard glissait souvent vers Jasmine, assise sur le vieux canapé avec une tasse de thé fumant entre les mains. Il sentit que c'était le moment. Et elle aussi. Sans qu'il ne lui pose la moindre question, Jasmine parla. Pas d'un bloc. Pas comme une confession. Plutôt comme une douleur qu'on laisse enfin respirer.
J'avais 24 ans quand je l'ai rencontré, le père des garçons. Il était beau, brillant, et au début, attentionné. Il me faisait croire que j'étais unique. Puis, lentement, tout a changé. Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient. Il contrôlait tout. Ce que je portais. Qui je voyais. Il me faisait croire que je ne valais rien sans lui. Quand j'ai appris que j'étais enceinte de triplé, j'ai eu peur. Mais j'ai aussi cru que ça allait le transformer. J'ai espéré. Elle s'interrompit, le regard dans le vide. Les cris sont devenus des coups. Les excuses, des menaces. Et un jour, Isaiah m'a surprise, dans la salle de bain, en train de pleurer en silence. Il n'a rien dit. Il m'a juste tendu un mouchoir et a murmuré, « On peut partir, maman. » Un frisson traversa Marcus. Ce soir-là, j'ai su que je ne pouvais plus rester. Pas pour moi. Pour eux. Je suis sortie avec ce que je pouvais porter. Depuis, on dort là où on peut. Mais je leur ai juré une chose, on ne retournera jamais là-bas. Même si on doit dormir dans la rue. Marcus resta silencieux un moment, la gorge nouée. Il n'avait pas besoin de détails supplémentaires. Il avait compris. Il voyait dans Jasmine non pas une victime, mais une survivante. Une mère lionne. Une femme droite même dans la tourmente. Il posa son livre et se pencha en avant. Je n'ai jamais eu à fuir. Mais j'ai perdu aussi. Jasmine leva les yeux vers lui. Olivia. Il hocha lentement la tête. Elle était tout. Forte, brillante, drôle. On avait ce genre de lien qui rend tout autour supportable. Mais, la maladie est arrivée. Vite. Trop vite. Un cancer du pancréas. En 3 mois, elle était partie. Et moi, je suis restée ici, à survivre dans une maison qui sent encore sa peau, son shampoing, ses rires. Ses mains étaient jointes, crispées. Il détourna les yeux, incapable de continuer. Mais Jasmine ne dit rien. Elle ne chercha pas à le consoler, ni à combler le vide avec des mots inutiles. Elle se contenta d'être là, présente. Le silence qui suivit ne fut pas lourd. Il fut partagé. Peu à peu, au fil des soirées, ils laissèrent tomber les murs. Marcus découvrit que Jasmine aimait les poèmes de Maya Angelou et qu'elle pouvait réciter Still Rise de mémoire. Jasmine apprit que Marcus jouait du piano mais n'en avait pas touché une note depuis la mort d'Olivia. Il raconta comment lui et Olivia s'étaient rencontrés dans une librairie. Elle raconta comment elle n'avait jamais connu d'amour sincère d'un homme. Il lui confia qu'il s'était interdit de ressentir quoi que ce soit, par fidélité à sa défunte épouse. Elle lui répondit qu'elle n'avait jamais voulu remplacer qui que ce soit, seulement exister pleinement. Et dans ces confidences croisées, une vérité douce s'imposa. Cette famille imprévue, arrivée sans prévenir, changeait tout. Les triplés réveillaient en Marcus des élans paternels qu'il croyait morts. Leur énergie, leur tendresse sans retenue, leurs questions innocentes, tout cela faisait vibrer une corde en lui qu'il n'avait plus osé toucher. Et Jasmine. Jasmine incarnait une force tranquille, un courage silencieux, une beauté brute faite de résilience et de pudeur. Elle ne demandait rien. Mais elle offrait tout, son attention, sa loyauté, sa lumière. Dans le regard de Jasmine, Marcus ne se sentait pas incomplet. Il se sentait vivant. Et dans les silences que chacun avait portés pendant trop longtemps. Quelque chose d'invisible mais profond prenait racine. Les mois passèrent, et l'hiver s'installa avec ses matins givrés, ses rues blanches de silence et ses soirées où la maison devenait refuge. Le chaos initial avait laissé place à une forme d'harmonie discrète. La vie avait repris un rythme, un souffle. Lent, imparfait, mais vrai. Jasmine, déterminée à se reconstruire, trouva un poste à la bibliothèque municipale. Ce n'était pas grand-chose, quelques heures par jour au départ, mais elle s'y sentait utile. Elle reclassait les livres avec rigueur, organisait les rayons pour enfants, et conseillait doucement les lecteurs. Peu à peu, elle redevint visible dans les yeux des autres, et surtout dans les siens. Les triplés, eux, firent leur rentrée à la maternelle de Hollow Creek. Ils avaient chacun leur petit sac à dos, leurs bottes de pluie et leurs habitudes déjà bien ancrées. Noah voulait être pompier.
Isaïa observait tout avec le sérieux d'un petit philosophe. Elia pleurait parfois à la séparation, mais il savait que Marcus viendrait le chercher. Toujours. Car oui, c'était Marcus qui, chaque jour, se rendait à l'école à 15h30 précise. Veste épaisse, bonnet gris, livre en main pendant qu'il attendait. Les enfants couraient vers lui en criant. Papy Marcus. Il ne les avait jamais corrigés. Il avait juste laissé faire. Et au fond de lui, cela lui réchauffait quelque chose qu'il n'osait pas nommer. Dans la petite ville, les rumeurs allèrent bon train. Une jeune mère et ses enfants dans la maison du vieux Bennett? Une relation? Un arrangement? Certains chuchotaient au marché, d'autres dans les bancs de l'église. Mais Marcus, de nature déjà distante, n'écoutait plus les voix extérieures. Il avait appris à discerner ce qui comptait vraiment. Et ce n'étaient ni les jugements, ni les ragots. Ce qui comptait, c'était le rire des enfants, les plats partagés, les livres lus à haute voix le soir, les silences paisibles sur le canapé, les regards que Jasmine et lui échangeaient sans parler. Une nuit d'hiver, le vent soufflait fort dehors, faisant grincer les volets. La maison, elle, baignait dans une chaleur tranquille. Les enfants dormaient, serrés les uns contre les autres, les joues rouges de froid, les bras en étoile sur leurs couvertures aux motifs d'animaux. Dans le salon, seul restait le crépitement de la cheminée. Marcus et Jasmine étaient là, assis côte à côte. Pas de télévision. Juste la lumière tamisée d'une lampe, et ce moment suspendu, intime. Jasmine fixait les flammes, perdue dans ses pensées. Puis, d'une voix douce, presque un souffle. Je ne t'ai jamais vraiment dit merci. Pour tout ça. Pour nous avoir accueillis. Pour ne pas m'avoir jugé. Marcus tourna la tête lentement vers elle. Elle ne pleurait pas. Mais son regard brillait d'une émotion retenue, celle qu'on garde trop longtemps dans un coin du cœur. Il prit une respiration, la regarda un instant, puis répondit. Tu sais, Jasmine. Ce n'est pas moi qui t'ai sauvée. C'est toi qui m'as ramenée à la vie. Elle le regarda, surprise. Mais il ne fuyait pas son regard. J'étais un homme enterré vivant dans ses souvenirs. J'avais fait de cette maison un mausolée. Et toi et les enfants, vous avez ramené le bruit, le mouvement, les cris, la vie. Un silence épais tomba, mais il n'était ni gênant, ni lourd. Il était chargé d'une tendresse nue, d'un respect profond. Leurs mains se frôlèrent sur le bord du canapé. Jasmine posa alors sa main sur la sienne. Lentement. Avec pudeur. Et ce fut là, dans cette chaleur discrète, que Marcus se pencha vers elle. Leur premier baiser fut léger, presque tremblant. Pas un feu d'artifice. Pas une passion effrénée. Mais un ancrage. Un souffle d'espoir. Un serment muet. Celui de deux âmes cabossées qui n'avaient plus rien à prouver, mais tout à offrir l'une à l'autre. Ce n'était pas un début d'histoire d'amour. C'était la reconnaissance de deux cœurs qui s'étaient trouvés, non pas malgré leurs blessures, mais à cause d'elles. Ce soir-là, la maison de Marcus cessa d'être un mausolée. Elle devint un foyer. Un an plus tard, le jardin derrière la maison, ce jardin que Marcus n'avait plus touché depuis la mort d'Olivia, devenu un lieu silencieux, laissé à l'abandon, avec ses rosiers sauvages et ses herbes folles, retrouvait enfin ses couleurs. Ce jour-là, il était plein de vie, de cris joyeux, de guirlandes colorées accrochées entre les arbres, et de rires d'enfants qui résonnaient jusqu'au porche. Une fête d'anniversaire, pour les 5 ans des triplés, avait été organisée avec soin par Jasmine et les quelques amis qu'il s'était fait au fil de l'année. Le vieux cerisier, qu'Olivia aimait tant, portait désormais des rubans rouges et jaunes, et une nappe blanche couvrait une grande table en bois pleine de cupcakes, de jus de fruits, et d'un gâteau décoré de figurines de super-héros. Il y avait des voisins, des collègues de Jasmine de la bibliothèque, d'anciens élèves de Marcus, des parents d'élèves de l'école maternelle. Et au milieu de cette joyeuse agitation, une famille recomposée se tenait, rayonnante. Marcus, vêtu d'une chemise claire et d'un cardigan tricoté par une voisine, tenait Elia dans ses bras, pendant que Noah courait autour des chaises, poursuivi par Isaïa, hilar. Jasmine, dans une robe fleurie simple mais élégante, souriait d'un de ces sourires paisibles qu'on ne forge qu'après avoir traversé bien des tempêtes.
Lorsque le gâteau fut apporté, après les chants et les rires, Marcus demanda un instant de silence. Il s'avança, un peu ému, tenant un verre levé dans une main tremblante. Tous les regards se tournèrent vers lui. Et d'une voix calme mais chargée de gratitude, il dit : « Il y a 1 an, je vivais encore dans l'ombre de ce que j'avais perdu. Je croyais que plus rien ne pousserait dans cette maison. Ni les fleurs, ni l'amour. Mais la vie, parfois, a des chemins secrets. Elle vous ramène à la lumière par des voies inattendues. » Il s'arrêta une seconde, les yeux posés sur les enfants qui l'écoutaient sans comprendre toutes ses paroles, mais sentant l'émotion dans sa voix. « Voici mes fils. Ceux qui ont réveillé en moi un cœur que je croyais figé. Voici la femme que j'aime. Celle qui m'a appris que l'amour, le vrai, ne remplace rien, mais répare tout. Voici ma seconde chance. Et je l'embrasse avec gratitude. Pour Olivia, qui m'a tant aimé. Et pour Jasmine, qui m'a ramené à la vie. » Un silence ému suivit ces mots. Puis les applaudissements éclatèrent. Et les enfants, insouciants, reprirent leur jeu comme si la vie elle-même avait décidé de leur offrir ce jour de lumière. 3 ans plus tard, Marcus et Jasmine, désormais mariés, décidèrent de transformer leur expérience en une mission de vie. Avec l'aide d'amis, d'anciens collègues et de généreux donateurs, ils fondèrent une petite fondation locale dédiée aux femmes et mères sans abri, pour leur offrir un toit, un soutien psychologique, une formation, une communauté. Ils l'appelèrent Olivia S. Shelter. Un nom chargé de sens. En hommage à celle qui avait un jour aimé Marcus sans condition, mais aussi pour symboliser la chaîne invisible entre les femmes qui sauvent des vies sans toujours le savoir. Olivia avait été le premier amour de Marcus. Jasmine, la renaissance. Le centre s'ouvrit dans un ancien bâtiment rénové, décoré avec des touches chaleureuses, des dessins d'enfants, des coussins colorés, des livres sur chaque table. Un lieu d'espoir, de guérison, et surtout de dignité retrouvée. Jasmine y tenait un atelier d'écriture pour les femmes en transition. Marcus y donnait parfois des conférences sur l'histoire et la résilience, mêlant passé et présent avec sagesse. Quant aux triplés, ils grandirent au milieu de 2 figures solides et aimantes. Une mère courageuse, qui leur avait appris à ne jamais baisser la tête. Et un homme bon, qui, un jour de tempête, avait ouvert sa porte à l'inconnu, et son cœur à l'imprévu. Ils ne grandirent pas dans le luxe. Mais ils grandirent dans l'amour, la mémoire, et l'exemple. Et cela, aucun or au monde ne pouvait l'égaler.